tous, bienvenue dans ce webinaire qui traitera finalement de comment transformer le suivi de performance web en décision rapide, priorisée et valorisable, avec Guillaume Devenette de Datama et Cécile Malbaz du groupe Pierre et Vacances. Ok, merci Lisa. J'espère qu'on m'entend correctement. Bonjour à tous. Donc effectivement, c'est un titre un petit peu à rallonge aujourd'hui, mais c'est un sujet intéressant d'explication, de suivi de performance et appliqué au groupe Pierre et Vacances Center Parks. J'ai le plaisir d'avoir Anne-Cécile Malbert avec moi. Bonjour. Et qui va nous expliquer un petit peu comment, chez Pierre et Vacances Center Parks, ils se sont organisés autour du suivi de performance web et surtout comment est-ce qu'ils arrivent à prendre des actions pour optimiser la performance de leur site web. On va donc beaucoup parler organisation, outils, un petit peu, beaucoup même, analytique et analyse quanti pour expliquer des écarts de performance sur un site web, mais pas seulement. Donc, si vous n'avez pas de site e-commerce, vous pouvez quand même rester en ligne parce que les méthodes qu'on va décrire s'appliquent à n'importe quel business, en tout cas B2C. Voilà. Donc, le plan de la présentation, on va commencer par quelques objectifs et puis présentation. On aura ensuite l'explication principalement par Anne-Cécile de l'organisation analytics et des outils chez Pierre et Vacances. Et puis, on va zoomer sur cette problématique de suivi de performance et comment faire un suivi de performance qui puisse être réellement actionnable, comment faire une business review qui soit rapide, efficace et que chacun sache quoi faire après sa business review. Et ensuite, on gardera un petit peu de temps pour du retour d'expérience chez Pierre et Vacances et des questions. Voilà. Donc, les objectifs, normalement, à la fin de ce webinaire, vous aurez une idée sur les bonnes pratiques du suivi de performance. En tout cas, nos pratiques. Les pratiques de Pierre et Vacances, mais Pierre et Vacances qui a pas mal travaillé sur le sujet, donc on peut dire bonne pratique à ce stade. Et de ce que nous on voit chez Datama, on peut appeler ça bonne pratique. Comment structurer et organiser sa démarche sur le suivi de performance, et puis avoir un petit peu une idée du type d'outils qu'on peut utiliser pour accélérer ses analyses et que ce soit pas trop chronophage. Alors, donc, je disais tout à l'heure, j'ai Anne-Cécile avec moi. Anne-Cécile, tu veux te présenter rapidement? Oui, alors moi, je suis Web Analytics Manager pour le groupe Pierre et Vacances et Center Parks. Auparavant, j'ai fait 7 ans en agence digitale chez Dentsu Edges, principalement sur des sujets tracking et data management. Après, j'ai rejoint un cabinet de conseil et j'ai travaillé notamment pour le groupe Pierre et Vacances sur la mise en place d'une stratégie data-driven marketing. Et j'ai rejoint le groupe Pierre et Vacances. Ils t'ont embauché. Oui, ils m'ont embauché. Trop forte. Voilà, exactement. Il y a 2 ans. Voilà. Et depuis, je dirige l'équipe Web Analytics. Top. Et moi, Guillaume, du coup, je suis dirigeant de Datama. Pareil, j'ai un peu de background en conseil, en stratégie chez Bain et compagnie, donc très orienté business. Et ensuite en analytics, pour le coup, très big data sur des problématiques de ranking. Chez Expedia, donc déjà dans le travel, et puis depuis 2 ans heureux fondateur de Datama. Je crois qu'il y a une slide qui explique ce que fait Datama, mais peut-être que tu peux nous expliquer ce que fait Pierre et Vacances pour ceux qui savent pas, en dehors de belles publicités dans le métro en ce moment. Exactement. Et donc Pierre et Vacances Center Parks, c'est un groupe qui a 51 ans cette année, qui a fêté donc ses 50 ans l'année dernière. C'est 2 grosses marques qui sont connues, enfin les plus grosses marques, c'est Pierre et Vacances et Center Parks, mais on a aussi Sun Parks, qui est la version belge de Center Parks, Village Nature, qui a ouvert il y a 1 an à Marne-la-Vallée. C'est aussi Adagio, Maeva, la France du Nord au Sud, Pierre et Vacances Développement, les Seigneuriales, etc. Donc c'est un gros groupe avec plein de belles marques. Sur Center Parks, Pierre et Vacances et Sun Parks, aujourd'hui, c'est 8 millions de visiteurs par mois. Donc c'est quand même. Voilà, c'est un peu de volume. On a 1,5% de taux de conversion en moyenne sur nos sites et c'est 8 millions de clients. En 2018, on a fait un 1,5 milliard de chiffre d'affaires et notamment 55% en dehors de la France. Donc, on est un groupe aussi, pas que français, mais aussi international. Et on a 50% de notre revenu qui est online.
51 ans et 50% des revenus online. Exactement. Donc, on vieillit et on augmente le taux et on a online. un objectif de passer, d'augmenter les revenus online chaque année. Et 8 millions de visiteurs quand même cumulés, ça vous met dans le top 10 ou le top 20 des sites e-commerce français, non, en cumulant les différents sites. Ça fait c'est un gros trafic. Donc, ça fait, j'imagine, pas mal de boulot. Ouais, un peu de boulot. Pierre et Vacances Center Parks, au niveau de la stratégie, notamment dans la direction des sales, a pris le pas d'une approche data-driven il y a 2-3 ans. En se focusant, donc déjà, on a un premier objectif qui est penser client et customer first, ce qu'on essaye d'avoir dans toutes nos actions au sein du groupe. Il y a notamment plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Une initiative qui s'appelle Customer Voice, qui a été mise en place depuis environ 1 an. Une initiative groupe transverse qui qui demande à plein de départements et donc de collaborateurs, mais pas forcément que côté digital, mais l'ensemble des collaborateurs au niveau groupe, donc ils sont aussi sur les parcs au contact, sur les parcs au call center, en contact quotidien avec nos clients, de remonter les feedbacks clients. Et du coup, on les partage au niveau groupe et on essaie de prendre des actions et des axes de travail justement pour améliorer nos différents touchpoints clients. On a eu aussi un projet qui s'appelait avec une startup qui s'appelle Bad Voice, qui est un projet call center d'écoute client pour comprendre les irritants clients et derrière adapter nos discours de vente, mais aussi comprendre quels sont les points de friction. Et on a aussi en interne un projet qui s'appelle PIX, c'est Put Yourself in Customer Shoes. Et l'idée, c'est de faire des tests internes avec les collaborateurs, mais pas forcément encore une fois que les équipes digitales, pour récupérer des feedbacks. Donc, ça peut être par exemple un scénario d'appel du call center pour réserver un séjour à telle date dans telle destination. Ça peut être un use case sur le parcours client. Et donc là, on récupère les feedbacks et on essaye de prendre des décisions. On a également, bien évidemment, moi je suis analytics, donc je peux pas passer à côté de la data, donc c'est la data au quotidien et des tests utilisateurs aussi pour comprendre les parcours user. Donc ça, c'est la façon dont nous on essaie de penser client au quotidien et de récupérer des feedbacks au quotidien. Bien sûr, l'objectif. Vous offrez des vacances aussi un peu pour Put Yourself in Customer Shoes? Je ne vais pas dévoiler les secrets du groupe. L'objectif principal, c'est bien sûr d'améliorer la conversion. Aujourd'hui, donc, on nous demande de favoriser les ventes direct web. C'est un de nos gros objectifs. Pour cela, et notamment dans la direction des sales, on a 2 gros objectifs cette année, du coup, depuis 1 an et qui continuent. On a boosté, depuis 1 an et demi, on a boosté les A/B tests pour faire de l'amélioration continue de nos sites. Actuellement, on a environ 20 A/B tests qui sont parallélisés par mois et par marque sur nos sites. Donc, fois 3 marques, on commence à être… Ça fait 60 A/B tests par mois. Ouais, au global, on doit avoir une 50aine d'A/B tests qui sont parallélisés par mois. Ah oui. Donc, ça commence à fait faire… beaucoup. Voilà, ça fait un peu… mais du coup, ça nous aide à faire de l'amélioration continue, à vraiment aller faire des évolutions de nos produits. On a un gros objectif de personnalisation. Aujourd'hui, on a environ 30% de notre parcours site qui est personnalisé, soit via des projets data science qu'on réalise en interne, ou alors on fait appel à des startups. Ça peut être des algos de recommandation, ça peut être n'importe quel algo de reco qu'on va mettre en place. Et notre objectif à 3 ans, c'est de personnaliser 80% du parcours. Pour quelques chiffres, l'année dernière, en tout cas cette année fiscale, on a réalisé 16 millions d'euros de chiffre d'affaires de Plift sur les A/B tests et la personnalisation. Donc, ça paye. Ouais, ça paye. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, du coup, pour améliorer la conversion, il nous faut travailler aussi la coopération et la simplicité. Et donc, on focus beaucoup là-dessus. On essaye de faire une amélioration continue de la coopération au travers de différentes initiatives. Donc, j'ai parlé des A/B tests, mais par exemple, il y a 1 an et demi, on s'est mis autour d'une table avec toutes les parties prenantes, IT, équipe produit, e-merchandising, analytics et l'acquisition. Et on a revu complètement toute la partie gouvernance, process, reporting, même les policies des A/B tests. Donc, on a complètement industrialisé les A/B tests. Aujourd'hui, on a un ownership par thématique et une organisation qui est partagée avec tous les documents partagés accessibles à tous. Donc ça, c'est un des… parce que c'est un sujet… c'est un gros sujet clé, en fait, avant de lancer 60 A/B tests par mois, il faut être assez clair sur la politique, sur qui fait quoi, sur
quelle est l'hypothèse du test, Exactement. etc. Et en fait, on travaille sur différents… En fait, à chaque fois qu'on met en œuvre un projet ou une action, on essaye de retravailler la collaboration et la coopération des équipes. Du coup, on a aussi lancé un département innovation qui a pour but de tester de nouvelles technos via des POC, et ça, c'est pour réduire le time to market. Et donc, ça met on a une vingtaine d'ambassadeurs qui viennent de l'ensemble des départements du groupe qui travaillent ensemble. Et là, on travaille sur des use cases, mais pas que digital. Hein. Ça peut être aussi des objets connectés dans les parcs. Ça peut être améliorer, par exemple, les affluences au niveau des activités chez Pierre et Vacances ou chez Center Parks. Et donc, chacun travaille ensemble pour améliorer ça. Donc ça, c'est un autre exemple de coopération qu'on essaye d'améliorer. Et bien évidemment, on a aussi revu tout le suivi de la performance. C'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et ça, on a aussi revu l'ensemble du process. Ouais. Donc voilà, on croit… Ça me donne envie d'aller chez Pierre et Vacances. Ah oui. Pas que en vacances. Datama rapidement, du coup on accompagne Pierre et Vacances Center Parks, on a cette chance sur ces problématiques de suivi de performance, d'A/B test et pas que. Aujourd'hui on se définit comme un éditeur de logiciels, de solutions. En fait on crée des modèles analytiques qui permettent à des analystes comme l'équipe d'ANSSI de gagner du temps sur des problématiques business très spécifiques. On va pas mal parler de Datama Compare qui permet d'expliquer des analyses d'écart de KPI, expliquer la use case typique, c'est mes revenus ou ma conversion a baissé par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Voilà, d'automatiser cette analyse-là. Datama Pivot qui permet d'explorer un dataset, d'expliquer l'importance de différentes dimensions dans une variable et de créer éventuellement des segments d'audience. Datama Impact qui permet d'expliquer la significativité d'une variation et d'être utilisé potentiellement comme un outil de lecture automatisée des résultats d'un A/B test, par exemple, mais pas que. Et puis Datama Journey qui vient analyser les parcours clients et comprendre les points d'achoppement, les points à optimiser, en fait comparer des parcours clients un petit peu en mode Sunburst de Content Square pour ceux qui connaissent, mais sorti via BigQuery et comparer des parcours. Voilà. Et on distribue ça en SaaS, c'est ce qu'utilise Pierre et Vacances, donc via un site web, ou alors on-premise en livrant des packages de data science, ou alors comme add-on, en fait, on est complètement compatible avec les outils BI data du marché, type Tableau, Power BI ou même Excel, et puis on se plug sur des plateformes à la Alteryx, Dataiku. Voilà ce qu'on fait chez Datama. Du coup, on va rentrer un petit peu dans l'organisation de Pierre et Vacances autour de ce sujet, de cette problématique analytics et suivi de performance. Et puis, on va détailler un petit peu les outils. Alors, quand on parle analyse pour un site e-commerce ou même sur des analyses omnicanal, il y a différents niveaux d'analyse. Évidemment, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de cette slide parce que tout le monde connaît plus ou moins. Il y a la problématique du trafic, d'où viennent les gens, quelles sont les sources, comment les gens débarquent sur mon site web, comment est-ce que je fais des campagnes pour aller les chercher, quel est le ROI de ces campagnes. Ensuite, il y a une problématique profil des utilisateurs et contenu. Donc, profil des utilisateurs, quel est le type d'audience qui arrive sur mon site, comment est-ce que je peux les segmenter, du coup, comment est-ce que je peux les activer. Contenu, donc dans profil utilisateur aussi, il y a le sujet de personnalisation, device, exactement. Oui, parce que c'est aussi toute la partie technique. Oui. Contenu, là c'est plus qu'est-ce que je mets dans la page, qu'est-ce que j'affiche en termes de campagne, de flash sales, de merchandising, etc. Le parcours utilisateur sur le site. Et puis, on va passer pas mal de temps sur la partie tunnel de conversion et par étape jusqu'à mon objectif final de vente, généralement pour un site e-commerce, mais ça peut être autre chose. Comment est-ce que les gens passent d'une étape à une autre. Et puis, derrière tout ça, il y a évidemment des processus, des ressources, des outils et de la gouvernance, et c'est de ça dont va nous parler Anne-Cécile sur les prochaines sections. Du coup, donc nous, on a les grands pôles de notre équipe digitale. Je ne vais pas passer énormément de temps dessus. En fait, on a essayé de mettre en relief les niveaux d'analyse avec ces grands pôles parce que finalement, chez Pierre et Vacances, en tout cas nous, de notre côté analytics, on a pris le parti de découper les
niveau d'analyse et de créer un espèce de KPI framework en fonction des équipes pour être sûr d'avoir des leviers actionnables en fonction de ces niveaux d'analyse. Par exemple, on ne va pas demander à l'équipe acquisition de comprendre pourquoi il y a un problème dans les étapes du tunnel de conversion. Ça se tient. Ça se tient. C'est la base. Donc, du coup, l'équipe digitale, elle est constituée d'une équipe acquisition une grosse équipe acquisition qui fait toute la partie online média, donc display, affiliation, toute la partie SIA et SEO qui est internalisée. On a les équipes marketing direct, CRM, avec qui on travaille beaucoup, qui s'occupent donc de tout le marketing direct, mais également de la segmentation client, qui nous donne pas mal d'insights sur la consommation des clients, sur comment ils se comportent face à la saisonnalité, face aux produits. Les équipes merchandising, c'est eux qui mettent en ligne toutes les offres commerciales, le contenu, les changements d'offres. Donc, par exemple, on a les mercredis de folie sur Center Parcs. Il y a beaucoup de sujets de saisonnalité aussi pour Pierre et Vacances, entre les offres hiver, les offres été. Exactement, pour Pierre et Vacances. Et après, c'est beaucoup plus des offres ou en fonction des parcs ou comme on dit, les mercredis de folie sur Center Parcs. Je fais pas de la promo. Ouais, c'est aujourd'hui. Ouais, je l'ai répété. Les gens vont switcher sur le site. Tu vas avoir un pic. Les équipes marketing, après on est une grosse équipe produit sur Pierre et Vacances, Center Parcs, qui est en charge du développement produit. Donc on a parlé des A/B tests, donc on travaille beaucoup avec eux sur le développement des A/B tests sur nos sites. L'IT et enfin l'analytics, c'est nous. Last but not least. Exactement. Pour développer la partie département analytics, nous on a un département qui est constitué de 2 équipes. Notre département, c'est Business Analytics et Data Science. On a une équipe avec 2 Data Scientists qui s'occupent de projets Data Science. Donc, c'est eux qui vont aller, par exemple, construire nos algos de recommandation. Et ils travaillent beaucoup avec les équipes IT et les équipes Data CRM. On a aussi une partie Business Analytics. C'est eux qui vont être en charge du reporting et de l'analyse business globale des sales, donc pas que web. Eux, ils vont vraiment s'occuper de tout le reporting pour l'ensemble des ventes indirectes, le call center, etc. Là, on est en bas, sur les 2 boîtes grises. Moi, je gère donc mon équipe. On est focus sur le côté web analytics. On est aujourd'hui, donc j'ai 4 seniors et 2 juniors web analytics, sachant que en fait j'ai 3 seniors et que je recrute petit message. un autre hiring. Senior web analyst, si quelqu'un m'entend. Et nous, on est en charge de toute la partie donc measurement. Donc ça, c'est toute la partie tracking, collecte de données, tag management et toute la partie GDPR. Et ça, j'ai une personne qui est référente sur ce sujet-là. On est en charge du report et de l'analyse de la performance digitale, c'est le sujet d'aujourd'hui. Du design et de l'analyse des A/B tests, on a une personne dédiée là-dessus, donc qui va être vraiment le point d'entrée des équipes produits, IT et merchandising, parce qu'on a un certain nombre d'A/B tests à suivre et de personnalisation, et on a besoin d'une personne 100% sur ce sujet-là. Et on a également toute la partie data-driven marketing, qui est à la fois la création des audiences, le suivi, mais aussi la gestion de projet en interne avec la coordination des équipes, afin d'essayer d'avoir des use cases qui brisent un peu les silos qu'on a mis en place entre les équipes acquisition, CRM, etc., et une partie attribution. Et on fait également des formations assez classiques de temps en temps, pour que les gens comprennent en fait la data. Voilà. Nos challenges, ils sont probablement comme toutes les équipes Web Analytics du marché, mais on a une obligation de qualité. Donc pas nous d'ailleurs, je pense que tout le monde fait la même chose, mais quand on produit et quand on livre du report, on nous demande des leviers business actionnables. Donc on doit être rapide, on doit livrer des choses qui sont compréhensibles à tous. On nous demande de focuser sur des insights, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de livrer le report en mettant rien à signaler dans le commentaire, parce que sinon ça ne fonctionne pas du tout avec ma direction. Et on doit aller trouver des actions d'amélioration et s'assurer du delivery. Donc nous, on est aussi en charge de la coordination de ça et de s'assurer que les équipes mettent bien en place les choses. Donc on a une espèce de rôle un peu aussi de chef d'orchestre. Et après, il y a à la fois la quantité, parce que l'équipe Analytics, on n'est pas du tout, par rapport à certaines autres équipes qui sont splittées par marque ou par marché, nous, on s'occupe de toutes les marques. Donc Pierre et Vacances, Center Parcs, c'est le B2C, c'est aussi B2B et c'est aussi tous les sites à usage client, donc les My, Center Parcs, My Pierre et Vacances, et les planètes, etc. Et parce que Pierre et Vacances, ça sonne français comme ça, mais en fait, Pierre et Vacances, Center Parcs, c'est d'ailleurs un business qui est... En fait, il y a tous les marchés, France, Belgique, Pays-Bas, UK. Le marché du Pays-Bas est au moins aussi gros. Sur Center Parcs, par exemple, on a le DE, NL qui sont très... DE, NL et BE qui sont en fait des gros marchés. Et sur Allemagne, Pierre et Vacances, on a beaucoup UK qui sont ici.
Donc, on s'occupe vraiment des marchés. Il y a des équipes en local sur lesquelles on travaille aussi. Donc, c'est nos clients internes et sur lesquels on se doit de délivrer des choses. Et donc, les touchpoints, c'est à la fois les équipes digitales, mais c'est aussi les équipes du call center, les équipes indirectes. Donc, on a beaucoup de monde. Facile. Oui. Facile. Qualité, easy. quantité. On fait ça. Ton travail tous les jours. Quoi. Mais pour cela, on a la chance d'utiliser des outils merveilleux. Vous avez automatisé un certain nombre de trucs. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite et d'être plus rapide. On utilise, donc sur la partie reporting et analyse de la performance digitale, on utilise, donc on a essayé d'automatiser la majorité de nos reports. On a encore des choses qui sont faites manuellement, on ne va pas se le cacher, mais par contre, sur tout ce qui va être reports réguliers qui sont partagés à l'ensemble du groupe et qu'on fait de manière, parce que nous, on fait des reports daily et weekly, donc ça, aujourd'hui, on les a automatisés avec BigQuery et Tableau, qui sont partagés à l'ensemble du groupe, donc pour ceux, voilà, enfin, qui sont partagés à l'ensemble du groupe. Après, on utilise Data Studio sur des sujets plus granulaires pour les équipes. Parce que c'est plus facile d'utilisation, c'est plus facile d'accès, tout le monde peut se connecter. C'est moins cher aussi. Hein. C'est moins cher, voilà. Donc là, on va l'utiliser pour des problématiques, soit besoin d'accès un peu plus granulaire aux données, soit sur des problématiques spécifiques. Par exemple, si on a un A/B test produit qu'on va lancer, on a besoin que les équipes produits IT suivent les performances en temps réel. Dans ce cas-là, on va utiliser Data Studio. Et l'outil qu'on utilise aussi, c'est Datama Compare, qui nous sert de manière hebdo, mais même quotidien, quand on a besoin d'aller creuser des sujets pour trouver des insights très rapides. Donc après, on va le détailler vraiment dans les slides d'après, mais on utilise beaucoup Datama pour l'analyse de la performance, mais aussi dans les A/B tests, parce qu'on utilise Datama Impact ou d'ailleurs Datama Compare, on peut utiliser les deux. Après, je vais passer rapidement sur la suite, mais sur les A/B tests, on met en œuvre les A/B tests avec ABTC, Optimize ou via l'IT pour les gros A/B tests produits. Mais tout est remonté dans Google Analytics. Ouais, mais nous, on centralise. Comme on a plusieurs outils, qu'on a plusieurs équipes, plusieurs marchés, etc., on a pris le parti de tout centraliser dans Google Analytics. Donc, on a des policies qu'on a réécrites entièrement, qui sont communes et partagées à l'ensemble des marchés et qui sont communes aux outils. Donc, on centralise tout avec Google Analytics. Donc, on prend nos décisions A/B tests sur les données Google Analytics et on enrichit avec Content Square via les équipes produits et même via… Ouais, vous êtes un des early clients Content Square. On vous voit souvent au club Content Square. Après, côté attribution, data marketing, on est en test sur des outils d'attribution, notamment Masbury. Sur la partie measurement, on a tout le stack Google, donc GTM, GA, et on utilise Didomi pour la partie gestion des consentements qu'on est en cours. Donc, si vous allez sur nos sites, c'est pas encore complètement déployé, mais on travaille dessus. Et après, sur la partie ad hoc analysis, tout ce qui va être automatisation, data science, etc. Là, je suis moins mon sujet, mais on utilise Nime notamment, et après toute la partie BigQuery. Nime qu'on connaît bien chez Datama parce qu'on déploie aussi nos algorithmes sur des plateformes comme ça. Nime, c'est un peu le concurrent de Dataiku version allemande ou suisse, je crois, et moins cher aussi, hein, mais assez performant et qui permet d'automatiser de la mise en prod de modèles et de tester des modèles de machine learning. Exactement. Donc voilà, tous ces outils pour nous aider au quotidien à être plus rapide et plus efficace. Top. Comme quoi, c'est pas si compliqué. Et le focus d'aujourd'hui, on va passer du temps sur le report et l'analyse de la performance digitale. Exactement. Voilà. Donc, suivi de performance. Alors, là, on va rentrer un petit peu dans le concret et le contenu, à la fois d'un point de vue organisation chez Pierre et Vacances et d'un point de vue un petit peu théorique sur comment est-ce qu'on peut faire une analyse de performance qui soit efficace. Quand on parle performance ici, attention, parfois on entend performance pour le temps de loading d'un site, c'est-à-dire en combien de secondes ma page s'affiche, qui est un sujet très important, certes, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, on parle de performance business, c'est-à-dire à la fin du mois, à la fin de la semaine, combien est-ce que j'ai de sous-sous dans ma poche, ou au moins quand on est client driven, customer first, combien de bookings, quel est mon taux de conversion, etc. Et donc, les questions qu'on se pose, c'est, en tant qu'analyste, c'est comment expliquer ces variations de performance et comment prioriser les analyses et les facteurs explicatifs, c'est-à-dire quand bien même j'ai l'explication, quels sont les tops qu'il faut que je communique à mon management. Et tu parlais de la problématique, faut être insightful, il faut prioriser, il faut pas juste dire voilà la full liste de ce qui se passe, débrouillez-vous avec ça. Et puis du coup, quelles actions mettre en œuvre, quelle équipe va faire quoi concrètement. Et donc en termes d'analyse, on parlera un peu de temps là-dessus. Il y a en gros deux aspects principaux.
l'analyse du tunnel de conversion, par étape du tunnel de conversion, et puis l'analyse des dimensions explicatives. Et là, c'est d'essayer d'identifier quel est le sous-segment ou la croisée de deux segments qui pose problème, ou l'effet mix qui explique la variation, etc. On va un peu rentrer dans le détail. Alors, pour passer sur la partie d'abord gouvernance et organisation chez Pierre et Vacances Center Parcs, je crois que vous avez beaucoup travaillé sur cette organisation-là pour arriver à cette magnifique feedback loop. On a fait exactement. On a fait un constat il y a quelques mois. En fait, on a fait un audit. Il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait très très bien. Déjà parce qu'on avait plusieurs reports qui n'étaient pas forcément automatisés, donc on passait beaucoup de temps à produire du reporting. Et quand on passe beaucoup de temps à produire du reporting, on ne peut pas passer de temps à trouver des insights. Donc ça a posé problème parce qu'on livrait des reports pas forcément dans les temps et sans forcément d'insight, donc ça aidait pas forcément les équipes derrière. Et on avait peu de suivi des actions, donc ça c'est à deux niveaux. Un, parce que on n'avait pas forcément l'ensemble des parties prenantes qui étaient des parties prenantes de la performance digitale qui étaient mises dans la boucle, et on n'avait pas forcément de coordination aussi du delivery des actions. Donc, on a décidé de revoir entièrement le process qui a donné lieu à cette magnifique loop. Aujourd'hui, en fait, on s'est calé on a des business meetings qui sont faits avec la direction et l'ensemble des départements des sales, qui sont en hebdomadaire, mensuel et tous les quarters. Et en fait, on se cale, nous, Analytics et l'ensemble des équipes digitales, sur ces business meetings pour produire les analyses et trouver du coup des actions et des leviers actionnables pour améliorer nos performances. Donc, si on commence par la première étape, on a appelé Identify pour marketer un peu les choses. Ça, en anglais, c'est mieux. C'est mieux en anglais. On a une première étape qui est donc reporting. Aujourd'hui, on a automatisé la majorité. Donc, on a quand même en fait une partie de reporting qu'on sort qui est en partage de l'ensemble des équipes, qui est pas forcément très granulaire, mais qu'on utilise au moins pour partager les résultats de manière quotidienne et hebdomadaire. Enfin, qui de toute façon tout le monde a accès, et sur lequel on a un détail marque, marché, device et channel qui nous permet d'avoir l'ensemble des performances. Et ensuite, nous, côté analytics, on utilise Datama Compare pour aller faciliter l'analyse et sortir directement des premiers insights. Ouais, parce que le sujet, en fait, quand on a... Là, c'est un screenshot de tableau, c'est ça que vous avez là. C'est, on a tous eu plus ou moins ce dashboard-là qui dit tel segment, tel marché, tel device, tu fais moins 30%. La question qui se pose immédiatement, c'est oui, mais attends, ça fait moins 30%, mais c'est quoi, c'est quel marché, ça représente combien de mon business en fait. Et d'une part, est-ce que c'est significatif, c'est-à-dire si j'avais un booking l'année dernière et j'en ai 2 cette année, je fais plus 100%, plutôt mettons-le dans l'autre sens. J'en avais 2 l'année dernière et j'en ai 1 cette année, je fais moins 50%. Est-ce que je dois réellement m'affoler, sachant que c'est un tout petit segment en fait? Et puis, quand bien même ce serait significatif, combien ça représente de la picture globale? Et donc, c'est effectivement là-dessus que Datama Compare vous aide à traduire tout ça dans la... Exactement. En fait, du coup, ça nous fait gagner du temps pour nous, pour identifier, plutôt que de passer du temps à traiter de la donnée, à se perdre et à un peu se noyer dans l'ensemble des datas qu'on a, on gagne du temps avec Datama pour identifier rapidement où sont les plus fortes variations. Du coup, d'où vient la plus forte variation et quelle dimension est la plus explicative de cette variation. Derrière, du coup, ça nous permet de gagner du temps sur highlighter les tops et flops par marque et par marché, et ce qui va nous permettre derrière de partager avec les équipes digitales. Donc nous, on s'occupe aussi, bien évidemment, quand on a identifié les top flops, d'aller faire les deep dives de support des équipes, d'aller vraiment dans les sous-segments, d'aller regarder dans le détail, par exemple, d'une landing page qui aurait posé problème. Donc derrière, on s'occupe aussi de cette partie-là. Donc, ça, c'est sur la partie Identify. Après, donc ça, cette partie Identify, on le fait le lundi, on envoie tout à 14h, et on a un monitoring committee le mardi en fin de matinée sur lequel on va rencontrer l'ensemble des équipes digitales. On se réunit tous autour d'une table et on partage les causes et les actions qu'on a trouvées. Donc nous, ce qu'on partage aux équipes côté analytics, ce qu'on va partager, c'est un document partagé dans lequel on a les top flops identifiés, qu'on va splitter en 2 grandes catégories qui sont trafic et conversion. Si c'est plus du trafic, donc c'est plus des variations de niveau de session ou de niveau de session engagé, on va le partager aux équipes acquisition et CRM. Et si c'est plus au niveau d'un taux d'entrée dans le tunnel qui pose problème ou un taux de passage dans les étapes, on ne va pas forcément l'envoyer aux équipes acquisition qui, elles, n'y sont pour rien. On va plus aller voir avec les équipes merchandising ou produits ou IT s'il n'y a pas un élément qui a pu
poser problème dans le parcours sur la période donnée. Donc nous, on partage ça et derrière, les équipes digitales sont en charge d'aller vraiment creuser les causes. C'est leur métier, enfin c'est eux les experts, donc c'est eux qui vont aller déterminer qu'est-ce qui a pu expliquer la variation et derrière d'essayer de trouver des actions à mettre en place. Et nous, côté analytics, on va récupérer l'ensemble de ces éléments qui ont été partagés et on va créer les slides qu'on va partager au business meeting parce qu'on a quand même des slides à présenter à la direction, ça on ne peut pas s'y couper, et derrière récupérer l'ensemble des causes et des actions. Ensuite, on a une partie, donc tous les business meetings qui sont faits en weekly, en monthly, en quarterly, mais du coup, on se cale sur ces business meetings dans lesquels toutes les équipes digitales, mais aussi les autres départements de sales, donc les ventes indirectes, call center, etc., ainsi que la direction se regroupent. Là, on fait une business review donc de l'ensemble des départements dans lequel on partage les actions. Le partager, déjà, ça nous aide à récupérer de l'information et à s'assurer qu'on est bien sur les bonnes priorités et aussi à prioriser les futures actions à mener et à que chacun soit honneur en fait de son action et soit au fait de ce qu'il a à faire. Et nous, côté analytics, on va être derrière en charge de s'assurer que les actions sont bien déployées, qu'on a bien mis en œuvre les choses et que, voilà, qu'il y a du delivery. Et ça, on le fait du coup en loop toutes les semaines. Donc ça, vous faites le mercredi. Ça, on le fait le mercredi. Donc là, tu as ton téléphone allumé. Exactement. C'est maintenant. Non, mais j'ai une équipe formidable qui prend le relais dans ces cas-là. C'est bien fait. Ben oui, bien sûr. C'est bien fait. Et le dernier point, c'est si jamais on travaille sur des sujets si jamais on a vraiment une baisse de performance ou quelque chose sur lequel on doit travailler de manière plus focus. Par exemple, on a lancé le site Center Parks l'année dernière, on a fait un A/B test entre l'ancien et le nouveau site. Dans ce cas-là, on fait des task force, on travaille un peu en mode SWAT team. Et là, on se voit tous les jours avec l'ensemble des équipes et on échange nos actions quotidiennement et on essaie de mettre en œuvre les actions et les leviers actionnables. Voilà. Ça, c'est pour comme ça, chacun sort du meeting avec il sait quoi faire. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça marche bien. Du coup, ça marche bien. Ouais. Après, je précise aussi que toutes nos équipes digitales sont au même étage et que du coup, on se voit toute la journée. Ça, c'est le fait que géographiquement, on soit tous les uns à côté des autres, ça aide quand même pas mal sur la coopération. Ouais. Alors, on a parlé un petit peu organisation et en réalité, c'est probablement plus de la moitié du boulot qui est fait quand l'organisation est mise en place. On va parler un petit peu plus théorie sur la partie analytique pour les analystes qui sont sur ce webinaire. En reprenant un petit peu la question qui est posée quand on fait une business review et qu'on explique et qu'on essaye de répondre à cette damnée question du grand chef à plume, pourquoi ma conversion a baissé par rapport à l'année dernière. Et en fait, on peut généraliser cette question en disant et en fait, beaucoup des questions qu'on a en tant qu'analyste, c'est pourquoi ce KPI a varié entre un point de départ et un point d'arrivée. Ça peut être, on le disait, entre deux périodes de temps, l'année dernière cette année, la semaine dernière cette semaine, ce mois-ci, etc. Ça peut être aussi entre deux variantes d'un A/B test. Ça peut être entre deux business units. Ça peut être entre deux devices. Que sais-je. Donc, il y a beaucoup d'options. Et puis, le KPI, lui aussi, peut varier. On peut suivre ses revenus, on peut suivre son taux de conversion. Mais globalement, cette question-là, on veut presque toujours comparer à quelque chose. Parce que quand bien même la question serait « je trouve qu'on n'est pas terrible en conversion », en fait, derrière cette question-là, c'est « tu trouves qu'on n'est pas terrible par rapport à un point de benchmark ». Donc, on va essayer de répondre à cette question. Pourquoi A est mieux que B sur un KPI de B? Pour ça, on va procéder par étapes et on va faire un tout petit peu de maths. Rassurez-vous, sans rentrer dans trop de complexité. Mais on va essayer de découper, en fait, d'une part, une partie analyse sur un tunnel de conversion, en l'occurrence, parce qu'on parle de site web et de tunnel de conversion, mais on verra qu'on peut généraliser ça à d'autres types de business. Et puis, une partie analyse des dimensions, en fait, et des segments, des typologies d'utilisateurs, quel device, quel browser, ce qu'on disait, quel est le marché qui pose problème. Et ces deux analyses-là sont complémentaires et peuvent se faire en un seul morceau et du coup prendre des actions et faire une analyse en fait qui va être assez rapide finalement, quand bien même ça a l'air comme ça compliqué. Donc, on va commencer par cette partie analyse du tunnel de conversion. Et là, l'idée, ça va être de relier des sous-indicateurs de performance, des
KPI à un macro KPI au sens réellement Key Performance Indicator. Parce que, enfin, nous, on voit souvent chez des clients beaucoup de KPI. Les gens disent KPI, KPI, KPI. Il faut garder en tête qu'un KPI, c'est un Key Performance Indicator. Et donc, a priori, sauf si je suis le business le plus compliqué du monde, j'en ai pas 25. Alors, on a tous le business le plus compliqué du monde, donc on trouvera des bonnes raisons pour dire que j'ai 25 KPI. Mais en tout cas, j'en ai pas 200. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on peut relier pas mal de sous-indicateurs à un macro-indicateur. Alors, chez Datama, on appelle ça la méthode de l'équation de marché. On n'a pas l'exclusivité de cette méthode-là. En fait, c'est une méthode que tout le monde applique plus ou moins, qui est, on va essayer de suivre un KPI et de relier les sous-indicateurs à ce KPI pour pouvoir décomposer évidemment les effets par boîte et pouvoir savoir d'où vient le problème. Et puis, du coup, dans l'exemple d'un tunnel de conversion, savoir dire le problème vient de telle étape du tunnel, mon taux de passage à l'étape paiement a baissé. Et donc, ça nous permet d'identifier d'où vient le problème. Donc, pour prendre l'explication de le use case de ce tunnel de conversion, donc un site web, bon, qu'on soit un site marchand ou non, on a typiquement un goal et puis on a un entonnoir plus ou moins propre, plus ou moins bien tagué. Sujet du tagging en est un aussi, mais sur lequel on arrive à suivre en fait comment les gens passent d'une étape à une autre et sur ce petit schéma d'un volume de session à des fiches produits, de fiches produits à un panier, une mise au panier et puis d'un panier à l'achat. Et puis on pourrait avoir toutes les étapes de paiement, de contact, de livraison qu'on veut jusqu'à mes revenus. Mais ce qui compte, moi mon KPI, la question business que va poser mon directeur e-commerce, c'est mes revenus ou à la limite mon taux de conversion, mais pas forcément mon taux de passage de l'étape paiement à l'étape contact. Si on regarde cette étape-là, c'est parce qu'elle va expliquer le macro KPI qu'on cherche à suivre. Et trop souvent, on voit des gens se concentrer, par exemple, on dit souvent critère numéro 1, c'est la conversion, prendre des décisions, par exemple, sur des A/B tests, sur ma conversion a augmenté, hop, je roll out, je mets en production cette test, mais oublie de regarder à côté que le panier moyen a été divisé par 2. J'ai fait un test de ranking, j'ai montré des produits pas chers, je vois mon taux de conversion augmenter, youpi, mais à côté de ça, je vois mon panier moyen baisser. Et donc, in fine, pour la société, alors peut-être pour le client c'est intéressant, mais pour la société c'est pas intéressant et c'est pas productif. Donc il faut jamais oublier de regarder de bout en bout et de relier ces sous-indicateurs à un macro-indicateur. Donc c'est là qu'on rentre un tout petit peu dans la mathématique. Vous voyez, c'est pas non plus très très compliqué. Hein. On fait des multiplications de ratios. Mais ce qu'on fait là, en fait, c'est qu'on est en train d'écrire les revenus, qui est en l'occurrence mon macro indicateur, à des sous-indicateurs, un certain nombre de sessions, un taux de passage à la fiche produit, un taux de passage au panier et un panier moyen. En fait, c'est ce que chacun fait finalement quand tu fais un report à plat et où tu mets un taux de rebond, un taux d'entrée dans le tunnel, un taux d'engagement, exactement. CVR et exactement. l'ABV. Mais la beauté de l'avoir écrit comme ça, en fait, de l'avoir écrit comme une équation, en fait, c'est que quand tu vas voir mettons par exemple ton panier moyen baisser, tu vas pouvoir traduire ça directement en revenu pur. Ou ton taux de conversion baisser, ton taux de conversion baisse d'1 point, ton revenu baisse de X millions. Ce qu'on ne peut pas avec les outils classiques du marché. Exactement. Il n'y a pas forcément besoin d'outils pour ça. Hein. L'idée, c'est Datama fait ça et c'est effectivement ça automatise cette analyse, mais vous faites probablement ça aussi. Vous essayez de faire ça sur des outils. Enfin, on peut même faire ça sur Excel potentiellement. Donc cet exemple de Web Analytics que je cite à l'instant, décomposer mes revenus en gros volume fois taux de conversion fois panier moyen, il s'applique aussi très bien à plein d'autres business. Alors on reste quand même dans le domaine du web et du digital, mais par exemple une campagne de mailing, je cherche à suivre la performance de mes emails. C'est mes revenus par email envoyé, ça se décompose en taux d'ouverture, taux de clic, taux de conversion et panier moyen. Si je cherche à expliquer la performance d'une campagne display par rapport à une autre campagne, je peux aussi décomposer ça en volume d'impression fois taux de clic taux de conversion, coût par clic et ROI, etc., etc. Et même dans des business, chez Datama, on travaille aussi avec des sociétés qui sont pas du tout web, des industries. Et là,
je suis contrôleur de gestion, je cherche à expliquer ma marge. Ma marge, c'est mon volume fois mon prix fois mon taux de marge, etc., Ça etc. s'applique partout. Ça pique partout. Et c'est pas forcément des multiples. Ça peut être aussi, ça peut être additif, ça peut être un peu plus compliqué que ça. On n'est pas obligé d'avoir un funnel propre. Et donc, l'utilité de faire ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir traduire du coup entre un point de départ et un point d'arrivée une variation d'un des sous-indicateurs. Mes sessions ont baissé de 10%. Et ben en fait, je vais pouvoir faire des simulations de quel aurait été mon revenu si le volume de session était resté le même par rapport au point de départ. Et du coup, j'arrive à mettre une valeur en revenu sur cette baisse de session ou une valeur en revenu sur cette baisse de conversion et à construire ensuite des bridges, une waterfall, une cascade qui sont typiquement des graphes que les C-level ou les directeurs e-commerce ou les directeurs sales aiment bien voir parce que c'est très lisible et qu'on comprend d'où vient le plus, d'où vient le moins, mais qui sont pas forcément faciles à sortir sur des outils BI classiques et Google Analytics. Ni dans Google Analytics, ni dans Data Studio, on peut se débrouiller sur Tableau, sur Power BI pour faire les graphes, mais en tous les cas, il y a une simulation à faire en amont qui est du travail de l'analyste et qui est un peu time consuming. Et donc ça, on arrive à automatiser ce type d'analyse-là et sortir des waterfalls qui vont vous permettre d'identifier d'où vient le problème. Et pour reprendre le point, parce que moi, du coup, je suis pas du tout maths, mais par contre, j'utilise beaucoup Datama. Donc ça, c'est un exemple concret de comment on peut l'utiliser. Là, on compare deux périodes. À gauche, on a la période une semaine du 8 novembre. À droite, on a la semaine du 15 novembre. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'on perd moins 28% de revenus. La question qu'on se pose, c'est donc d'où ça vient. Et en fait, comme on a découpé, comme l'a expliqué Guillaume avant, on a découpé le parcours en user, session par user, checkout par session, purchase par checkout et revenus par purchase. Qui est le panier moyen, en fait. Qui est le panier moyen. Ça nous permet d'identifier rapidement ici en un clin d'œil que la problématique vient du checkout par session, donc le taux d'entrée dans le tunnel de conversion. Donc on perd moins 27% du revenu à cet endroit-là. On a aussi un peu côté trafic, mais moindre. Donc moi, web analyst, ce sur quoi je vais me focuser moi dans mes équipes, c'est de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur ce checkout par session. Et on n'est pas, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est on n'est pas obligé de faire. On peut avoir toutes les étapes qu'on veut dans Oui, on pourra avoir toutes les étapes. Nous, souvent, on rajoute aussi les étapes vraiment du tunnel de conversion parce qu'on peut avoir des problématiques sur l'étape paiement à l'étape confirmation ou sur l'étape service à l'étape paiement. Et du coup, on va aussi pouvoir regarder ça quand on creuse vraiment dans le sujet de tunnel. Donc ça c'est une vision rapide, simple, vraiment pour aller se dire d'où vient le souci. Alors que sur un Excel, avec on pourrait voir la variation, mais au moins on l'a et on a la proportion. On l'a traduite en revenu, ouais. En tout cas dans le KPI qu'on cherche dessus. Et puis la deuxième partie de l'analyse sur laquelle je vais aller un petit peu plus vite parce que le temps passe, c'est la partie dimension sur laquelle en fait on va se poser des questions. Ok, mon taux de passage à l'étape checkout baisse. Pourquoi? Et là-dessus, en fait, il y a deux choses qu'on va chercher à comprendre. Ce qu'on cherche à faire, c'est savoir est-ce qu'il y a soit un segment particulier qui pose problème, est-ce que c'est aux Pays-Bas le mobile qui a moins bien performé, ou est-ce que c'est une problématique d'effet mix qui est plus tendancielle, il y a plus d'utilisateurs mobiles et donc la performance a baissé. Et puis il y a une problématique ensuite qui est de choisir en fait la dimension d'analyse, de savoir scorer les dimensions et de savoir dire en fait ce qu'il faut regarder cette semaine, ce qu'il faut regarder ce mois-ci ou ce qu'il faut regarder pour expliquer cette variation, c'est la dimension pays ou c'est la dimension mobile ou c'est la croisée des deux. Et ça c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu time consuming quand on est analyste d'aller filtrer, d'aller regarder dimension par dimension, etc. Ça, c'est un exemple de Google Analytics. A priori, tout le monde connaît les dimensions qui sont dispo dans un outil de Web Analytics. Nous, on en a choisi certaines. On en a choisi 5-6 qui sont le language parce qu'on est par marché. On a choisi le browser, le device. On a choisi la source médium, la landing page. Et c'est ça qu'on va regarder en majorité parce que ça explique 80% de nos variations. Donc souvent, avec ces quelques dimensions, on arrive à comprendre déjà quelles sont les variations. Et ce qu'on fait avec Datama,
Ce que Datama nous permet, c'est de pouvoir les croiser rapidement, d'avoir des dimensions combinées et de tout de suite comprendre quelle est la dimension qui est le plus explicative dans la variation. Alors que si on devait le faire avec notre outil WebA classique, il faudrait qu'on découpe un peu l'analyse en disant je commence par le marché, puis je descends dans le device, puis je descends dans telle source médium, puis je descends là-dedans. Et donc ça, c'est time consuming, c'est chronophage et c'est un peu irritant. Donc, voilà. D'où le petit nuage avec des petits nuages, ouais. exactement. Alors pour rentrer dans cette histoire de mix qui est peut-être un peu obscure pour certains, en fait c'est une question que tout le monde a déjà vue, par exemple sur une problématique device. Le use case typique qu'on voit chez beaucoup d'annonceurs aujourd'hui, c'est ma conversion a baissé par rapport à l'année dernière, alors que si je prends isolément desktop et mobile, chacun des deux a augmenté sa conversion. Donc vous pourrez refaire l'exercice à la maison, c'est autorisé. Les petits chiffres qui sont là-dessous sont un bon exemple. Je prends mon mobile, le taux de conversion augmente de 20%. Je prends mon desktop, le taux de conversion augmente de 25%. Mais quand je somme les deux, mon taux de conversion baisse de 6%. Et ça s'explique en fait par un effet mix. Si je prends ici le graphe qu'on voit là, en axe des X, c'est le pourcentage de session, c'est ce que j'ai en entrée de mon mix, la part de session. En ordonnée, j'ai la conversion en l'occurrence, et en fait, j'ai splitté ça par device, et j'ai mon point de départ, mon point d'arrivée, qui sont le début et la fin de chacune des flèches. Et je vois mobile augmenter en mix, desktop baisser en mix, qui est ce qu'on voit tendanciellement aujourd'hui beaucoup sur le marché. J'ai de plus en plus d'utilisateurs mobiles. Et parce qu'il y a un écart de conversion en fait important entre desktop et mobile, quand j'augmente le mix mobile, je baisse mathématiquement la conversion moyenne. Mais du coup, je peux me retrouver avec un directeur e-commerce ou un directeur sales qui dit « Je comprends pas, vous m'aviez vendu des A/B tests qui étaient censés lifter la conversion. On a passé 1 an à optimiser la conversion et vous m'avez dit en cumulé, on a 25% d'uplift de conversion. Mais moi, je vois ma conversion moyenne baisser. Et donc, c'est là que c'est très intéressant de mettre à part cet effet mix pour dire attention, il y a une problématique d'acquisition, une problématique de tendance de marché qui est j'ai plus d'utilisateurs mobiles. Donc, donc, tu vois la conversion moyenne baisser, mais c'est à cause de l'effet mix. Et donc, de mettre ça à part dans l'analyse. Et cet effet mix, il peut très bien arriver sur une dimension device, mais en fait sur n'importe quelle dimension dans laquelle on fait l'analyse. Ça peut être sur une dimension page, par exemple, ou landing page, quand on a des changements de site ou une évolution de notre site complet. On a lancé un nouveau site, on a vu qu'il y avait moins de trafic, par exemple, en entrée sur des pages offres qui avaient un meilleur taux de conversion que des pages produits. Du coup, on a un effet mix à cet endroit-là qui est hors de la performance, comme on a expliqué. Et alors, net de cet effet mix, ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir s'il y a des segments qui performent très mal. Donc là, on prend l'exemple de SEO versus SEO. On split par source. Et ce qu'on voit ici, c'est que SEO représente, mettons, 91% de mon trafic. Et lui baisse de, disons, 15%. Parce qu'il représente 91% de mon trafic, une mauvaise analyse pourrait dire, ah, bah, c'est de la faute du SEO. Parce que, en fait, c'est lui qui est l'essentiel de mon trafic. Mais en réalité, le SEO qui n'est que 9% de mes sessions, lui, il baisse de 40% pendant ce temps-là. Et donc, en fait, il baisse anormalement par rapport à la moyenne globale qui baisse de 15%. Et donc, en fait, je ferais mieux de me concentrer sur le SEO et d'essayer de comprendre ce qui s'y passe, parce qu'il varie de manière anormale par rapport à la moyenne, plutôt que de passer du temps sur le SEO qui, en fait, a baissé comme tout le reste. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet performance chez Datama. Et donc, c'est une fois netté cet effet mix, c'est aussi un des dangers de l'analyse de se concentrer sur ce qui représente du gros volume et pas sur ce qui représente une variation anormale. Voilà. Et donc tout ça, ça se traduit, on pourra passer du temps sur l'outil Datama, mais on peut en fait traduire tout ça dans des waterfalls dont on montrait tout à l'heure, et en fait montrer cette partie mix, montrer cette partie performance sur chacune des étapes du funnel de conversion. Et donc, avoir une vision globale de la performance et dire, OK, mon taux de passage à l'étape checkout a baissé, ce qu'on voyait tout à l'heure dans la waterfall, mais zoomer ensuite pour dire, ah, et j'explique ça par la dimension médium. Donc, il y a une problématique aussi de scoring des dimensions pour dire, on va regarder ça par médium parce que c'est ça qui a, sur lequel il se passe quelque chose d'intéressant. Et parce que, 1, tu as un effet mix et 2, tu as la performance du segment organique qui baisse
de manière normale, 2 fois plus vite que la moyenne, etc. Et donc, nous, basiquement, là, ce sur quoi on va focuser, c'est d'aller contacter les équipes SEO en disant on a identifié un problème à ce niveau-là, est-ce que tu peux nous en dire plus, est-ce que tu vois d'où ça vient? Oui. Voilà, donc on a un peu réconcilié ces deux aspects de l'analyse. On va passer juste 1 minute pour avoir un peu de temps éventuellement pour des questions sur les retours d'expérience. Alors, on a splitté un peu les 12 et les don'ts dans ce type d'analyse. Le premier, c'est d'avoir un KPI framework clair et des données propres et standardisées. Évidemment, garbage in, garbage out, je pense qu'on est tous tributaires de ça, c'est-à-dire que si la donnée n'est pas propre en entrée, les analyses sont pas propres en sortie. Ça, c'est un classique de l'analytics. Automatiser au maximum le reporting et les analyses communes, ça c'est ce qu'on a vu. Nous, on l'avait pas encore fait, ça nous faisait perdre du temps. Donc, une fois que c'est automatisé, on peut focuser sur les insights. Et c'est là l'important pour nous, web analystes. Avoir une approche top-down, ça c'est hyper important parce qu'en fait, en tant qu'analyste et quand on a des volumes de données qui sont les volumes de Pierre et Vacances Center Parcs, on peut passer un temps fou sur quelque chose qui représente en fait rien du tout de ma variation parce qu'on s'est trompé d'angle. En fait, on est parti du bas pour aller vers le haut. Et en fait, sur ce type d'analyse, c'est beaucoup plus payant, en tout cas de notre expérience, de commencer par le haut, voir en macro d'où viennent les problèmes, un petit peu en mode waterfall, genre ok, il y a un problème là et là, on va se concentrer là-dessus et on va zoomer là-dessus, avant de commencer à découper les cheveux en 4 sur des choses qui sont pas significatives. Ça va un peu avec utiliser des dimensions actionnables selon les étapes analysées. Il faut bien découper en fonction des leviers d'analyse et des équipes qu'on va appeler et pas forcément se perdre dans j'ai un problème de taux de conversion dans le tunnel, je vais appeler l'équipe acquisition. C'est pas forcément eux qui sont responsables de la chose. Ouais. Clarifier l'organisation et les responsabilités, ça revient un petit peu au même. Et travailler en task force avec un team lead pour le suivi des actions. Pas forcément travailler en task force, mais avoir un team lead ou en tout cas un coordinateur pour le suivi des actions et mettre tout le monde autour de la table. En tout cas, pour nous, ça a fonctionné et c'est ce qui fonctionne. Peut-être que c'est du test and learn, mais en tout cas, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de simplifier les choses. Et puis, rapidement sur les don'ts, il y a un sujet d'organisation qui soit réalisé au silo, hein, qui répond aux 12 dont on parlait avant. Commenter pour commenter, hein, je crois que ça c'est vraiment la problématique. Nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Ouais. C'est quand on dit des choses juste pour expliquer parce que le boss voudrait qu'on explique. Si on sort pas des insights et quoi faire, ça sert à rien. C'est source d'irritation. Et puis, regarder des moyennes. En fait, on prend beaucoup de risques à regarder des moyennes parce on ne voit pas ces effets mix, ces effets performance, et là aussi on peut se tromper dans l'output. Hyper rapidement. Les bénéfices de Datamap pour Pierre et Vacances, non, parce qu'on est très très fan de l'outil et on l'utilise beaucoup. Après, on l'a un peu, moi j'ai un peu dit au sein de ça, mais pour nous c'est vraiment une question de rapidité. On identifie les priorités, les insights clés à partager rapidement. Déjà dans les étapes du tunnel, mais derrière pouvoir focuser comme l'exemple du SEO versus SIA, on aurait plus tendance sur un rapport à plat d'aller regarder le SIA alors qu'en réalité c'est le SEO qui pose problème, et sans Datamap je pense qu'on mettrait plus de temps à aller identifier ça. Donc nous c'est vraiment un gain de temps. C'est la simplicité aussi parce que en 2 secondes on voit quelle étape pose problème, on a les graphiques qui sont là pour nous aider, et après on a aussi un système d'analyse et d'alerte automatisé qui a été mis en place sur lequel on a des commentaires qui sont rédigés en anglais et qui nous permettent de mieux comprendre. Donc on peut aussi partager ça en l'état. On a un système d'alerte du coup avec des emails qui nous sont envoyés chaque semaine et on peut les partager ou les transférer en l'état aux équipes aussi pour gagner du temps. Notre conseil, c'est par contre d'être clair sur ce qu'on cherche à suivre, donc bien définir les étapes du tunnel, bien définir quelle dimension on veut analyser et quelle équipe on va actionner derrière. Mettre en place la gouvernance pour utiliser l'outil. Je pense que l'outil est accessible, mais en tout cas, il n'est pas forcément accessible pour toutes les expertises. Je pense qu'il faut une personne centrale qui fait les analyses, qui exploite l'outil, parce que s'il y a 2 personnes dessus, ça peut être source d'incohérence ou en tout cas d'incompréhension. Et enfin, simplifier au maximum pour assurer l'adhésion des équipes business. Et derrière, quand on partage les données, s'assurer que tout le monde a bien la compréhension de la waterfall. Top. On a beaucoup parlé, Anne-Cécile. Oui, on a beaucoup parlé. On a encore 5 minutes malgré tout pour des questions. Vous avez nos contacts aussi qui sont écrits là et puis qui, j'imagine, sont récupérables via l'EBG. Et puis cette présentation, je crois aussi, est
diffusée sur le BG, vous Je pouvez crois. la récupérer. Voilà, donc on va ouvrir aux questions, s'il y en a. Ou alors c'est parfaitement clair et personne n'a de questions. Tout est clair, tout le monde Il y a sait. deux options. Soit Tout le c'est monde va parfaitement appliquer. clair, soit c'était dans l'ennui. Et en même temps, c'était clair. Bah, peut-être, on ne sait pas. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Après, c'est aussi du test and learn. Hein, Ah oui. Quand tu dis, on ne prétend pas avoir le... alors, je vois une question. Quel est le coût et la charge de setup de l'outil Datama Compare? Alors, on pourrait rentrer dans le détail de ça. Aujourd'hui, à date, je crois que la licence coûte 4 000 € par an, donc 400 € par mois, et c'est pas limité en termes de nombre d'accès, c'est-à-dire c'est un compte pour une business unit d'une entreprise. Ça, c'est Datama Compare, Datama Pivot et Datama Impact viennent en add-on par-dessus et sont à peu près à la moitié. Et il n'y a pas de coût de setup, en revanche, sur du SaaS. Il y a une formation qui vient avec. Voilà. Et en fait, si on fait le calcul par rapport au temps gagné pour des analystes, si réellement on fait en 2 heures ce qu'on faisait en une demi-journée, assez rapidement à 100 € de l'heure de l'analyste ou même à 50 € de l'heure de l'analyste, on rentre aux 400 € par mois, sans compter évidemment la vraie valeur ajoutée qui sont les insights qu'on va trouver et qu'on n'aurait pas trouvé sinon parce qu'on n'avait pas le temps d'aller les chercher. Il y a une question pour toi. Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place cette organisation interne? Eh bien, combien de temps? On a commencé au début de l'été, en début août, pour être transparent. En fait, on a eu plusieurs sujets avant d'essayer de comprendre où étaient les problèmes. On a fait pas mal de réunions avec la direction, les équipes, pour comprendre les sujets. On a commencé à en discuter début août avec les équipes. Donc après, avec les vacances, faut s'imaginer qu'on n'a pas pu voir tout le monde, mais on a mis tout le monde autour de la table, on a retravaillé le template, on a retravaillé du coup les reports nous aussi qu'on devait fournir côté analytics, et on a commencé vraiment à le déployer début septembre, donc ça fait un mois, donc en un mois et demi je dirais. On a vu ça. Et pour le sponsor de départ, c'était en fait nous on est très proche de Grégory Sion on est très proche dans le sens géographique. On a deux bureaux de Grégory Sion qui est notre directeur des sales et innovation. Et du coup c'était lui notre sponsor de départ. Donc c'est lui qui a initié de toute façon le sujet de ça va pas, il faut trouver des améliorations. Et comme tout le monde était assez d'accord sur le fait qu'il fallait améliorer les choses, on a tous travaillé ensemble et c'était plutôt un sujet commun. Voilà. Oui, parce que les gens sont toujours preneurs. Si on leur dit qu'on va gagner du temps et gagner des insights, les gens sont contents de se mettre autour de la table. Et exactement. Et comme c'est pas le premier projet sur lequel on revoit les process, on revoit la gouvernance, c'est plutôt rentré chez nous. On fait du test and learn et on le fait en fait à chaque fois qu'on a un sujet sur lequel on voit qu'il y a un souci de process ou des échanges qui sont pas forcément très fluides. On essaye de revoir la gouvernance. Donc ça fonctionne comme ça pas mal. Après, encore une fois, les équipes digitales sont tous au même étage. Le fait qu'on soit géographiquement tous au même endroit, ça aide pas mal. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a peut-être le temps éventuellement pour d'autres questions s'il en reste. Il nous reste 3-4 minutes. Moi, je voulais simplement éventuellement reprendre un learning qui pour moi est important, enfin que je voudrais que tout le monde reparte avec, qui est cette question de l'organisation qui est centrale. Hein, c'est-à-dire que on peut faire le meilleur suivi de performance, avoir les meilleurs analystes. Si l'organisation est pas en place, il se passe pas grand-chose. Et l'autre sujet sur lequel je pense que j'ai pas mal insisté, c'est cette problématique de KPI versus PI. Key Performance Indicator versus Performance Indicator, et en particulier dans le web, d'arriver à relier ces sous-indicateurs à un macro-indicateur. Pour moi, ça a été, en tant qu'analyste aussi dans mes anciennes sociétés, ça a été clé pour transformer des analyses en des vrais insights. Il y a une autre question sur l'organisation. Le rôle du marketing. Le rôle du marketing dans cette organisation. Alors, chez Pierre et Vacances, on a une organisation un petit peu, pas forcément
la même que chez les autres annonceurs. En fait, le marketing ne fait pas partie de la direction des sales. Donc, nous, on n'est pas du tout dépendant du marketing côté analytics, hein, je parle. Analytics tracking, on est dépendant des sales. Donc, l'équipe marketing, elle travaille aujourd'hui avec nous en transversal, avec les équipes produits, contenu, e-merchandising, acquisition, bien évidemment. Mais côté analytics, on n'est pas complètement, enfin, on n'est pas lié au marketing. Donc, on est plutôt indépendant. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est pas, voilà, j'ai pas de point spécifique là-dessus. C'est juste que du coup, on travaille plus en indépendance et le marketing, en revanche, diffuse et à chacun des équipes et à chacun des départements et travaille en transverse avec nous. Mais ils sont présents au business meeting également aussi. En fait, ça dépend un peu. Ouais, effectivement, chez vous, c'est comme ça. Nous, on observe dans les différentes organisations avec qui on travaille. Le marketing qui peut être inclus aussi dans des feature teams sur le produit dans lequel il y a un analyste, il y a un product, il y a des développeurs et il y a un product marketing ou un marketing plus acquisition. Ouais, en fait, c'est le cas, mais du coup, c'est plus en amont avec les équipes produits que nous. Oui, dans la partie analytics. En revanche, quand on prend des décisions ou qu'on se dit, là, par exemple, on a un problème de produit, tout le monde est mis autour de la table et après, la cause, donc si chaque équipe devient responsable du souci identifié. Donc, voilà, chacun va revoir. Donc, si c'est en cause une action marketing, ce sera, voilà, chacun prend le sujet de son côté, quoi. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais. Je sais pas. On espère. On espère. On espère. C'est pas très interactif comme question-réponse. Non, c'est pas très interactif. La prochaine fois, on fera ça dans une conférence. On fait ça au data marketing. Donc, ça sera l'occasion d'avoir des gens en live. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Je sais pas si Elsa, tu voulais conclure ou non, c'est bon. Et puis à disposition, bien sûr, pour toute question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut. Merci beaucoup. On peut répondre par email. Bonne journée. Bonne journée. Merci.